Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Cher ami, si la politique ne t'intéresse pas, sache qu'il y a de bonnes pratiques inspirantes en politique, notamment en matière de gouvernance budgétaire. L'État est aussi une grande famille. Sa gestion budgétaire ne diffère pas de celle d'une famille. Loin des aspects comptables, notre sujet du jour est comment s'inspirer de la gouvernance budgétaire de l'État pour l'appliquer à son budget personnel. Nous allons ici nous y attarder sur l'élaboration d'une politique budgétaire. Comment bâtir un budget familial personnel. L'animation de cette politique budgétaire et le respect d'une trajectoire budgétaire. Tout cela appliqué à tes finances personnelles. À bien des égards, une famille comme l'État comptabilise des recettes, ce qu'on appelle les entrées, et aussi des sorties qu'on appelle les dépenses. Donc il y a des recettes pérennes, exceptionnelles, variables, tout comme il y a de bonnes dépenses comme de mauvaises dépenses. La recherche de l'équilibre budgétaire entre entrée et sortie est un exercice permanent et l'orientation dessine l'avenir. Comment on affecte en fait les dépenses va dessiner ton avenir. Permet d'anticiper aussi ou de se conforter dans un déni. Un principe très simple que tu dois respecter. Ne jamais dépenser ce que tu n'as pas et ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Voyons voir comment organiser le budget de l'État versus le budget personnel. Comment tu peux définir des marges de manœuvre budgétaires? Comment l'État définit aujourd'hui des marges de manœuvre budgétaires? Comment les recettes impactent les orientations budgétaires? Comment les recettes aussi de l'État impactent les orientations budgétaires? Comment définir des priorités? Que ce soit l'État ou toi. Quelle trajectoire donner à son budget? Quelles sont les grandes lignes, les marqueurs budgétaires? Comment opérer des arbitrages? Comment décider? Comment corriger les dérapages? Comment faire face aux crises, aux aléas de vie, aux imprévus? Comment bâtir un budget rectificatif? Revenons-en à la première question, comment est organisé le budget d'une famille, le budget d'un État? Voilà, quelles sont les similitudes qu'on retrouve entre un budget de l'État et un budget personnel? Il faut savoir que tout commence par ce qu'on appelle les entrées, les recettes. C'est très simple, c'est une colonne à gauche, donc où tu as les recettes. Donc on a les recettes prévues, on a les recettes réelles en fait. Voilà, il y a toujours ça, ce qui est prévu et ce qui va vraiment rentrer. Et on a aussi ce qu'on appelle dans les recettes, donc dans cette famille de recettes, des recettes pérennes qui tombent chaque mois, des recettes qui sont variables et des recettes exceptionnelles. Donc ça, c'est très important. Donc, d'un point de vue personnel, on retrouve ce qu'on appelle les revenus fixes. Donc, on a les revenus fixes, ça peut être des salaires, ça peut être des dividendes, ça peut être des loyers qui tombent tous les mois, qu'on est versé. On retrouve des revenus variables, comme on peut retrouver des revenus exceptionnels liés à des ventes, liés à des cessions, liés à des produits exceptionnels, en fait, qu'on a cédés, qu'on a vendus. Donc, il faut partir du simple fait que, en matière de décision, donc tu vas te dire 90% des entrées, 90% de tout type de recettes, je vais les allouer à mes sorties. Donc ça, c'est déjà une première décision. C'est comme ça que on part, en fait, en se donnant une petite marge de manœuvre, en se disant 90% de ce que j'ai rentré, je vais les dédier aux sorties. Et de la même manière, en fait, que dans les entrées, on a des entrées prévues, on a des sorties prévues. On a des sorties exceptionnelles qui peuvent apparaître. On a aussi des sorties réelles. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a cité quelque chose à gauche, on retrouve, en fait, une sortie à droite. Ce qui nous amène à aussi prendre des décisions et aussi à nous poser la question de comment on définit des marges de manœuvre budgétaires. Il faut savoir que pour un budget, que ça soit ta personne ou l'État, il y a des lignes en fait. Il y a des lignes budgétaires et dans ces lignes-là, tout en ayant une colonne simplifiée au niveau des entrées, au niveau des sorties, on retrouve du classique. Il y a le logement. L'État, il
peut avoir la ligne de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la police. Nous, on a le logement, on a l'alimentaire, on a tout ce qui est énergie, eau, électricité, gaz, on a les communications, télécommunications, on a la protection, tout ce qui est assurance, on a des projets de vie, des investissements qu'on réalise, on a des remboursements des dettes, on a de l'épargne, on a des loisirs, on a des sorties. Donc, nous avons nos lignes. On peut avoir autant de lignes qu'on souhaite. Et ces lignes, en fait, vont nous permettre d'allouer ce qu'on appelle des sorties prévues et qu'on va comparer à la fin entre les sorties prévues et les sorties réelles. Donc, la marge de manœuvre est entre le prévu et le réel. Donc, parce que ce qui est prévu devrait être ce qui sera respecté. Mais si on sort plus que ce qui est prévu, on va manquer de marge de manœuvre. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faudrait jouer finement entre les prévus et les réels. Et les réels, en fait, pour que on puisse avoir des marges de manœuvre, pour qu'on puisse, en fait, s'y retrouver. Peut-être qu'on a moins mangé ce mois-ci, mais on va peut-être faire face, en fait, à une hausse des sorties au niveau de l'électricité ou autre chose. Maintenant, la question, comment les recettes impactent les orientations budgétaires? Alors, l'État, comme toi, les entrées, il y a les entrées qui sont ce qu'on appelle des recettes pérennes. Donc ça, on sait tous les mois, ça va tomber. Il y a des recettes variables, par exemple, qui ne sont pas pérennes, donc le montant varie de 10%, de 15%, tout comme les recettes exceptionnelles. On a vendu des choses chez Vinted, on a débloqué un plan épargne salariale, on a vendu un bien, on a fait en fait un bénéfice, donc on a des entrées qui sont très exceptionnelles. Donc ces entrées qui sont très exceptionnelles vont permettre soit de faire face en fait aussi à des dépenses exceptionnelles ou définir de nouveaux horizons, définir des investissements en se disant bon voilà, j'avais pas prévu ces 5 000 de plus ou ces 10 000 de plus ou ces 100 000 de plus. Peut-être que je vais acheter une maison, peut-être que je vais acheter un terrain, peut-être que je vais investir dans une épargne financière, peut-être que je vais être plus généreux, redistribuer, faire des donations. Donc les entrées, en fait, c'est ce qui donne les recettes, c'est ce qui donne la marge de manœuvre par la suite et l'équilibre à trouver entre ce qui est prévu et ce qui est réel pour ne pas faire face en fait à des dépenses supérieures à ce qui est prévu. Parce que si plus on a donc des dépenses supérieures à ce qui est prévu, donc ça nous met un petit peu en fait en danger. Ça nous met en danger. Donc la raison pour laquelle il faut dès le départ qu'on puisse répondre à cette question, comment définir des priorités budgétaires. Il faut savoir que une personne a avant tout ou doit avant tout définir des priorités. Et les priorités, ça peut être de l'investissement immobilier. Exemple, je décide de faire un prêt immobilier pour acheter ma résidence principale. J'ai décidé de prendre un prêt immobilier pour investir un appartement que je loue et que j'en tire des revenus. Ça, ce sont des priorités auxquelles on peut se fixer. On peut aussi se dire, voilà, que si j'ai des entrées, j'ai de l'argent, je vais le faire fructifier à travers de l'épargne financière. Ça peut être un contrat d'assurance vie, ça peut être un contrat de capitalisation, comme ça peut être également investir dans un PEA ou déléguer la gestion de ses actifs en fait à un professionnel. Donc, ça aussi c'est une priorité où on peut se dire voilà, je fais cette priorité-là, comme on peut décider qu'on investit dans des sociétés, avoir des parts d'entreprise en fait, ou se lancer dans une activité entrepreneuriale. Voilà. Maintenant, quand vous avez vos recettes, il est possible de se dire voilà, quelles sont les priorités et on peut définir 3-4 priorités en fait dans un budget familial, se dire voilà, premièrement, le logement, deuxièmement, je place pour les enfants, je place pour ma retraite ou j'investis pour fructifier mon argent dans des placements en prenant des parts d'entreprise. Donc les priorités, vous êtes seul maître à bord, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est prioritaire, mais il faut en définir des priorités parce que c'est très important. Donc justement de définir des priorités. Maintenant, quelle trajectoire donner à son budget? Quelle est la trajectoire budgétaire? Et ce qu'il faut voir, c'est que cette trajectoire budgétaire, alors ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Par exemple, il y a une famille où l'équilibre est atteint entre ce qui est prévu et ce qui est sorti. Donc, on peut décider soit de sortir, par exemple, d'un endettement. Voilà, j'ai pas mal de dettes, je souhaiterais les liquider. Donc, en fait, une trajectoire, elle est installée sur une durée. Cette année, où on se donne 2 ans pour sortir de l'endettement.
Comme on peut se dire, voilà, dans ma trajectoire budgétaire, je décide d'investir, c'est-à-dire d'investir, de faire un prêt pour acheter un bien ou pour acheter en fait un actif, pour acheter un terrain ou pour investir dans une entreprise. Donc la trajectoire en fait, elle va être différente en fait d'une famille à l'autre, parce que il y a des familles qui veulent sortir de l'endettement, il y a des familles qui vont lancer de gros travaux, de gros investissements. Donc comme il y a des familles qui vont par exemple ou qui ont déjà investi et que il y a des répercussions, des retombées. Donc là, du coup, la trajectoire, c'est de multiplier en fait les actifs, les multiplier les investissements, tout comme on peut se dire, moi, ma trajectoire budgétaire dans les prochaines années, c'est d'anticiper et de préparer ma retraite. Mais dans tous les cas, une trajectoire s'apprécie sur une durée, voilà, sur une durée, et il faut au minimum en fait 1 an pour justement apprécier en fait une trajectoire. Ce qui fait que ça va donner à votre budget une coloration, ce qui nous amène à la question, quelles sont les grandes lignes, quels sont les marqueurs budgétaires. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme l'État, on peut avoir des orientations. Par exemple, les grandes lignes budgétaires, les marqueurs, ça peut être un marqueur social familial. Voilà, moi j'ai décidé de soutenir mes proches, j'entends par là, pas uniquement la famille nucléaire, mais mes parents, ma famille ou ma communauté, j'ai décidé donc en fait de les soutenir, donc je vais plus allouer des moyens sur ça. Donc c'est une grande ligne, en fait, c'est une ligne sociale familiale, comme on peut se dire, j'ai assez donné, donc je vais avoir en fait ce qu'on appelle une ligne ou un marqueur patrimonial, donc je vais investir dans l'immobilier, je vais prendre des parts, je vais investir mon argent, fructifier mon argent, donc je vais privilégier l'acquisition d'actifs, l'acquisition de biens ou de choses qui vont me permettre de me verser des revenus complémentaires. Comme on peut se dire, mes grandes lignes, c'est d'investir, c'est-à-dire je vais à la fois mettre longtemps de côté ou je vais prendre des parts d'entreprise, donc pour l'investissement. Et donc cette ligne en fait, ou plutôt ces grandes lignes, c'est ce qui vont donner un marqueur, une coloration au budget. C'est-à-dire que est-ce que c'est plutôt un budget d'investissement? Est-ce que c'est plutôt un budget pour vivre bien au quotidien? Ou est-ce que c'est un budget pour permettre en fait d'anticiper un avenir? Donc en tout cas, les grandes lignes, c'est à vous de les définir, de se dire qu'est-ce que je souhaiterais faire en fait dans les prochaines années. Donc en matière de budget. Et je vous conseille toujours d'agir en fait, ou même de singer ce qui se fait en politique. Est-ce que nous sommes dans une logique de budget social familial, ou plutôt nous sommes dans une logique de serrer le vis au niveau social familial, mais on va plutôt monter en compétence sur le parti patrimonial, sur la partie des actifs. Est-ce que je vais plutôt penser, mais réellement à l'avenir moyen long terme? Donc voilà, tout dépend les décisions que vous allez prendre. Et comment aujourd'hui on peut opérer ce qu'on appelle des arbitrages, comment prendre des décisions? Ce qu'il faut voir, c'est que il ne peut y avoir de décision si il n'y a pas une maîtrise des sorties réelles. Si déjà il n'y a pas une stabilisation ou une croissance au niveau des entrées. Donc il faut que les entrées ne cessent pas. Donc la rivière continue de couler et que les sorties du réel ne soient pas trop décalées. Il ne faut pas que les sorties soient tout le temps supérieures au prévu, et ça, ce qui permettrait en fait que le prévisionnel colle le plus à la réalité. Donc en fait c'est une constante, en fait c'est un équilibre permanent qu'il faut rechercher, c'est pas qu'une une fois. Donc ce qui permettra par exemple que les marges de manœuvre qu'on a dégagées, par exemple si on a moins dépensé au niveau consommation énergétique, on peut se faire plaisir, on peut aller au resto, on peut prévoir en fait peut-être de faire un voyage qui n'était pas prévu, ou d'investir un peu plus. Mais il faut qu'il y ait une maîtrise, il faut qu'il y ait un contrôle en fait au niveau des choses. Et l'idée, c'est pas de vous transformer en calculette ou d'être une calculatrice. En fait, la tenue d'un budget relève d'une maîtrise en fait de deux notions, des entrées et des sorties, et de faire en sorte que ce qui est prévu ne soit pas en total décalage. Donc, comment aujourd'hui on peut corriger des dérapages? Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que les dérapages, ça peut arriver.
Donc, je prends l'exemple, qu'est-ce qui fait déraper un budget? C'est avant tout des dépenses ou des sorties exceptionnelles, des sorties, des imprévus, des aléas de la vie. Souvent, moi j'ai tendance à dire, à partir du moment où on doit absorber plus de 2000 euros ou 3000 euros en fait de sorties exceptionnelles, il faut lisser en fait cette dépense. Et comment on peut lisser cette dépense? L'idée c'est pas de puiser dans un découvert autorisé, non. Il faut voir s'il y a une possibilité, soit de fractionner en fait cette sortie et le lisser sur 12 mois, ou soit de faire recourir à ce qu'on appelle au levier du crédit. C'est-à-dire voilà, on va prendre un petit crédit qui permette en fait d'absorber et de lisser les choses. Ça permettrait en fait d'amortir un petit peu le dérapage. Après, il y a plusieurs types de dérapages. Il y a des dérapages, faut se poser la question si c'est pas des dérapages qui sont permanents, structurels. Ou est-ce que c'est juste accidentel, c'est quelque chose qui est apparu, est-ce que c'est... Et c'est une occasion, c'est une opportunité aussi de se dire, si par exemple je suis tombé en panne et que je me suis rendu compte que j'étais couvert au tiers, peut-être qu'il faut corriger cela. Et peut-être prendre en fait une assurance au niveau du véhicule qui couvre le dépannage à 0 km, qui couvre un peu plus, donc prendre une assurance en fait tout risque. Donc voilà. Ou se dire, je me suis rendu compte que j'ai eu un petit accident en faisant du sport, mais j'étais immobilisé pendant 2 semaines, j'avais pas un maintien de salaire, voilà. Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir une petite prévoyance à côté pour justement maintenir un niveau de vie et avoir des revenus d'indemnisation, des revenus complémentaires. Donc, les dérapages, il faut tout de suite distinguer une chose, est-ce que c'est juste ponctuel, accidentel ou pas? Quand c'est structurel, dans ce cas-là, ça mériterait donc de revoir et d'opérer des arbitrages, en fait, de revoir le budget. Donc, ce qui nous amène à la question, comment on fait face à des crises? Il est impossible de faire face à une crise si il n'y a pas, s'il n'y a pas les reins solides. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'épargne de précaution. Donc, on n'arrête pas de le dire. L'épargne de précaution, il faut au minimum qu'il y ait 3 mois au minimum, et ça peut aller jusqu'à 1 an de sortie ou 1 an d'entrée. Donc, qu'il y ait 2 côtés. Ça permet justement de faire face à des crises. Donc, au moment où il y a eu le Covid, au moment où, voilà. Faire face à des crises, ça permet justement de se dire, voilà, j'ai investi, je vais pouvoir vendre quelque chose pour faire des rentrées rapidement. Mais il faut que vous ayez investi, il faut qu'il y ait des actifs en amont pour faire face à des crises. Les crises aussi, ça peut être aussi, comme je l'ai dit en amont, des assurances qui vous couvrent sur des risques. Donc une petite prévoyance en fait qui fait que vous allez pouvoir faire face en fait à une crise. Et la solution en fait à toute crise, c'est de ne pas placer ses billes dans le même panier. Donc là, vous pouvez investir par exemple dans l'immobilier, il peut y avoir de l'épargne mis de côté, il peut y avoir vous avez acheté des sneakers, vous avez acheté des objets auxquels vous avez investi dans des actions, vous avez tellement diversifié que en cas de crise, vous allez regarder en fait l'investissement qui a rapporté ou qui fait que en séparant, ça va générer moins de rendement. Donc dans ce cas-là, tu peux t'en séparer pour faire face en fait aux crises imprévues. Mais il n'est pas possible de faire face aux imprévus si déjà on n'a pas une maîtrise, on n'a pas un contrôle en fait au niveau du quotidien. Et maintenant, comment on bâtit un budget rectificatif? Ce qu'il faut voir, c'est que il faut au minimum 3 mois pour essayer d'équilibrer les choses. On peut pas le faire en 1 mois, c'est pas possible. Donc, comment on bâtit un budget rectificatif? Il faut fermer les yeux et imaginer les choses sur l'année d'avant. Donc, tu connais tes proches, tu connais les habitudes, tu connais ta culture, tu connais tes envies et tu as forcément en tête de nouvelles priorités. Partant de là, en connaissant tes entrées, en connaissant tes recettes, tu vas essayer donc d'imaginer les choses mois par mois. Le budget de janvier n'est pas pareil que le budget de septembre ou d'octobre ou de décembre. N'est pas pareil qu'en saison de mariage à partir du mois de avril-mai. Donc tu vas essayer d'imaginer que il va y avoir une animation, il va y avoir en fait une orchestration, donc tout au long de l'année, mais tous les mois ne vont pas se ressembler. Donc tu vas essayer de te dire, bon voilà, les efforts que je fais à des mois creux où il se passe rien, c'est
pas des recettes, mais c'est plutôt des petites réserves qui vont permettre de faire face, en fait, à des imprévus ou qui vont permettre de faire face, en fait, à des sorties exceptionnelles. Donc, aujourd'hui, comme l'État ou comme une personne, il y a des décisions. L'État fait des lois. Toi, en tant que personne, tu prends des décisions. Et tes décisions sont basées sur un prévisionnel, sont basées sur des choses, en fait, connues. Donc, tu peux parfois être au chômage et retrouver un emploi. Dans ce cas-là, tu fais un budget pour la sortie de la crise, une sortie, en fait, du chômage. Tout comme tu peux changer de travail, et dans ce cas-là, tu revois un petit peu, en fait, la voilure en disant, j'ai changé de travail, je touche moins, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ou il y a l'arrivée d'un enfant, il y a l'arrivée d'une personne dans la famille, ou il y a un mariage, il y a un événement de vie qui fait que ton budget ne va pas ressembler. Et chaque budget est unique, parce que chaque famille a ses spécificités. Tu ne peux pas avoir le même budget que quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut avoir une rente, mais il te le dit pas. Ou il peut avoir des rentrées exceptionnelles, donc forcément, tu ne vas pas singer, tu vas pas copier ton voisin. Donc, il est important donc de se dire qu'aujourd'hui, en tant que personne, tu vas avoir aussi ta politique budgétaire. Tu vas avoir aussi ta coloration, tes orientations. Tu vas animer. Donc, tu vas te dire, voilà, je fais en sorte que je puisse faire face à des crises. Je fais en sorte que je puisse en fait investir. Je fais en sorte que je puisse dégager, par exemple, des ressources pour tout ce qui est recherche et développement. Donc, pour une personne, je vais investir dans une formation qui me permettra d'avoir un salaire plus. J'ai investi dans une formation qui me permettrait de maîtriser une connaissance, et cette connaissance va me générer, en fait, des entrées, des actifs. Donc, ton budget à toi, c'est ce qui va se passer, donc, en fait, dans l'année, mais pas seulement être une calculette ou une calculatrice pour se dire, voilà, j'ai compté tes sorties et oui, j'ai constaté qu'il y en a plus que prévu. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir regarder chaque ligne, effectuer des arbitrages sur chaque ligne, et une fois que tu as fait tous ces arbitrages, et donner cette coloration et donner cette orientation. Voilà, donc c'est très important. Et comme je le rappelle, il faut pas oublier qu'à chaque fin d'épisode, je propose un petit quiz, un petit questionnaire qu'il faut répondre, en fait. C'est souvent sur Spotify, donc sur l'épisode ou sur un sujet qui est en lien avec l'épisode. Faut pas hésiter aussi. Donc, et j'ai fait en sorte que cet épisode ne soit pas juste un épisode qui se résume à une colonne A, on entre, une colonne B, on sort, mais qu'on comprenne et que sans forcément prendre une feuille, sans forcément prendre une application, on se dit, bon voilà, quand je vais au resto, est-ce que par mois, ce mois-ci, je suis en mesure de me faire un resto à 100 € ou à 200 €, et sans qu'on consulte en fait une application. Le but, c'est que vous connaissiez en fait votre vie et que vous connaissiez en fait vos priorités, vous connaissiez en fait vos priorités, en fait vos lignes budgétaires, vos marqueurs, et vous dire voilà, qu'est-ce que je fais, sans que voilà, vous preniez 2 jours de réflexion, que vous sachiez est-ce que j'ai des réserves. Voilà. Donc pour résumer, donc pour bien commencer les choses, il faut au moins allouer 90% donc des recettes des entrées aux sorties. Et à partir de ces 90% que vous avez alloués, tout se passe. Voilà, parce qu'il faut que vous ayez toujours une petite marge de manœuvre. Voilà. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petits Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petits Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.